Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Gilles Guettner. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Gilles Guettner, journaliste spécialiste des affaires politico-financières. Vous avez notamment travaillé 25 ans durant à l'Express. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier vient de paraître chez l'Artilleur. Son titre, La guerre secrète entre juges et des politiques. Un livre passionnant, disponible sur la boutique en ligne de TVL. Alors, dans toute guerre, Gilles Guettner, l'un des deux belligérants lance l'offensive. Qui des juges ou des politiques a attaqué le premier ? Je crois que c'est réciproque, avec peut-être un point de départ de la part des juges, mais s'ils attaquent, c'est parce que les politiques ont commis une faute. Donc, on peut dire un partout, en fait. Et alors, de façon générale, comment vous pourriez décrire, le livre part donc du début du premier septennat Mitterrand, 1981, comment vous pourriez décrire l'évolution des relations entre les juges et les politiques sur cette deuxième partie de la Ve République ? Alors, si vous voulez, la première partie, elle a trait à l'indépendance des juges. Pendant de nombreuses années, dans les années 80, 82, 83 et avant, les juges étaient dans l'ensemble très proches ou inféodés, surtout les gens du parquet, inféodés au pouvoir politique. Et le pouvoir politique ayant eu une propension à vouloir faire, excusez-moi de l'expression, des cartons contre certains hommes politiques, ça a donné une guerre. Et cette guerre, elle continue, et je crois qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Vous avez vu les affaires Sarkozy, les affaires Fillon, pour parler des plus récentes, mais il y a eu aussi, sous la gauche, dans les années 81-82, une guerre assez forte entre les magistrats et les hommes politiques. Je pense à l'affaire Carrefour du Développement ou à Urba, qui était une officine destinée à financer le Parti Socialiste. Oui, vous vous rappelez d'ailleurs cette phrase fameuse de François Mitterrand, qui, lors du dernier Conseil des ministres qu'il préside, dit à ses ministres, les juges ont abattu la monarchie, ils abattront la République. Tout à fait. Et pour prolonger ce que vous dites, dans l'ensemble, depuis 81, les présidents de la République n'ont jamais eu non pas une estime, mais un grand amour vis-à-vis des magistrats. La République a été, comme je le disais, parsemée d'affaires qui, évidemment, ne plaisaient guère aux hommes politiques. Quand un homme politique est mis en examen et est condamné, il n'est pas content et souvent, il estime que c'est injuste et il en recourt au suffrage universel. Je me souviens d'Henri Manueli, qui était le trésorier du PS, qui avait été inculpé de trafic d'influence par Renaud Van Ruymbeck dans la célèbre affaire Urba, avait dit, bon, effectivement, mais c'est le peuple qui sera juge, et il avait été réélu député, donc la faute n'existait plus. C'est souvent la stratégie des hommes politiques disant le suffrage universel seul est juge de nos fautes ou ou lorsqu'il n'y a pas de faute. Alors vous décrivez ce mouvement de décaporalisation progressif de la justice, et pourtant vous revenez aussi sur la récente relaxe du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République. Vous évoquez également le casting judiciaire qu'a fait passer Macron au candidat pour le poste de procureur de la République de Paris. La collusion des juges et des politiques n'est donc pas complètement terminée. Non, mais alors, pour l'affaire de la Cour de justice de la République, au cours de laquelle M. Dupond-Moretti a comparu, là, on est un peu dans une configuration différente de celle que je viens de dire. C'est que les 15 juges de la Cour de justice, on doit faire le tri. Vous avez 12 parlementaires qui sont des juges politiques, 6 sénateurs, 6 députés, plus 3 magistrats professionnels. Et on a bien vu que dans l'arrêt qui a été rendu le 29 novembre 2023, relaxant M. Dupond-Moretti, on a bien vu que c'est le pouvoir politique qui l'a emporté sur les juges. C'est les juges politiques qui ont fait la différence, puisque c'était 12 contre 3. Donc ça me paraît assez clair. Étant entendu que, sans entrer dans les détails,
À la Cour de cassation, la plus haute juridiction de notre pays, certains juges se sont un peu étonnés de l'arrêt de la Cour, puisqu'il était un peu en contradiction avec la jurisprudence sur le délit de prise illégale d'intérêt, qui dit que, en principe, dès l'instant où la matérialité de la faute est reconnue, le délit, lui aussi, doit être reconnu. Or, la Cour de justice est allée au-delà de la jurisprudence de 1905. Et alors, est-ce que cet étonnement plaide, selon vous, pour une suppression de la Cour de justice de la République? Alors absolument, beaucoup de gens plaident pour la suppression d'une... C'est une juridiction qui a vu beaucoup de choses qui n'avaient pas un grand intérêt, à part l'histoire du sang contaminé, mais vous avez Ségolène Royal qui est allée devant la Cour de justice de la République pour une histoire de diffamation. Les peines sont en général, à part M. Gilibert qui était secrétaire d'État aux personnes handicapées, les peines sont minimes, l'instruction est longue, il n'y a pas de possibilité de faire appel, il y a simplement un pourvoi en cassation. Tout ça... en principe, quand on parle de Cour de justice, on pense à la haute trahison, l'atteinte à la sûreté de l'État. Là, la prise illégale d'intérêt de M. Dupond-Moretti, on est loin de la trahison, on est loin de l'image qu'on a de la Cour de justice. Donc il faudrait effectivement... moi, je ne suis pas le législateur, mais il faudrait effectivement la supprimer, non pas donner aux tribunaux ordinaires, mais au moins réduire le nombre de députés ou de sénateurs à l'intérieur de sa composition, et puis permettre qu'on puisse faire appel, et qu'il n'y a même pas de partie civile. Donc, quand il n'y a pas de ministres qui sont mis en cause, l'affaire est jugée ailleurs. Donc tout ça n'a pas un grand sens, c'est une perte de temps, à mon avis, mais c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas, à mon avis, la priorité du gouvernement. Alors Gilles Guettner, vous dédiez un chapitre de votre passionnant ouvrage à l'affaire Fillon. Y a-t-il eu en la matière, selon vous, une sorte de hold-up judiciaire sur la démocratie française? Alors, hold-up, je dirais peut-être pas, c'est peut-être c'est vous qui employez le mot, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une chose qui n'est jamais arrivée de mémoire depuis la Ve République, voir un homme politique sous le coup d'un article de presse, en l'occurrence le Canard enchaîné, qui sort le 25 janvier 2017 et qui, dans la foulée, entraîne l'ouverture d'une préliminaire. Parce qu'on savait que la préliminaire... Il se passe 2 heures entre les deux. Oui, à peu près. Et il se passe que l'enquête préliminaire allait déboucher forcément sur l'information judiciaire et que ça allait mettre dans l'embarras le candidat Fillon, et ça allait surtout lui faire baisser sa cote de popularité. Ça, c'était clair. Alors, est-ce qu'il y a eu un complot au sens où on entend? Je ne pense pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une célérité extrêmement rapide sur les reproches qui ont été faits à M. Fillon. Et alors, évidemment, on se pose la question, d'où vient le coup? Est-ce que ça vient de Bercy? Est-ce que ça vient d'un adversaire politique de François Fillon? Est-ce que ça vient de la questure de l'Assemblée nationale qui regorge de documents importants sur les parlementaires, sur les députés, ou encore de Bercy? C'est la question qu'on peut se poser. Mais ce qui est sûr, quand on regarde les auditions des uns et des autres sur la commission d'enquête de 2020 sur l'indépendance de la justice, on voit que on a éliminé certains juges pour en mettre d'autres pour instruire l'affaire Fillon. Et on savait qu'avec eux, ça irait très vite. Et on irait jusqu'au bout. Et c'est ce qui est arrivé, puisque l'affaire Fillon, elle est terminée. Peut-être qu'il y aura, avec l'histoire de la QPC, c'est un peu compliqué à expliquer, peut-être qu'il y aura un nouveau procès. Mais bon, c'est sûr que c'est la première fois qu'on voit un homme politique empêché de concourir à armes égales pour l'élection à la présidence de la République. Là, c'est clair. Une réalité revient beaucoup dans votre ouvrage. Cette réalité, c'est l'article 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1958 qui organise d'une certaine façon la subordination du parquet vis-à-vis du pouvoir politique. Je cite cet article, hein, les magistrats du parquet sont placés sous le contrôle et la direction de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Faut-il réformer cette disposition? Vous avez raison. Ce qu'il faudrait faire, c'est que
le parquet général, les parquets soient réellement indépendants, en particulier les procureurs généraux, qui sont autour de 29-30 sur le territoire français. Au lieu d'être nommés par le Conseil des ministres, finalement c'est le choix du prince, on pourrait prévoir un procureur général de l'ensemble de la nation qui serait élu par ses pairs ou par une commission composée de parlementaires, de juristes, et qui désignerait ce procureur général chargé de l'ensemble de la politique pénale et de l'action publique, ce qui permettrait évidemment d'éviter les pressions, les interrogations, les doutes sur l'indépendance. Mais comme je le fais remarquer dans le livre, le président actuel de la République a été clair, je suis pour un parquet à la française. Ça veut dire que le parquet est sous la tutelle du pouvoir politique, et c'est le pouvoir politique qui décide de la politique pénale du gouvernement. Alors, évidemment, ça a un avantage, c'est que les gens sont libres, mais on trouvera toujours une raison pour dire que telle décision de ce procureur général de la nation est dictée par des raisons qui ne sont pas forcément nobles. Il y aura toujours... la justice, depuis quelques années, elle mécontente tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je connais aucun pays où on est en admiration devant sa justice, surtout dans les affaires politico-financières. Alors Gilles Guettner, il y a quand même une autre particularité française sur laquelle je souhaitais vous interroger, qui est la division de notre justice en deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. On a vu, par exemple, pendant le Covid, combien le Conseil d'État avait avalisé, un peu contre la lettre et l'esprit de la loi, beaucoup des décisions du gouvernement. Ne faut-il pas aussi se débarrasser de l'ordre administratif français? Alors, se débarrasser de l'ordre administratif français, c'est mettre à bas des siècles de pouvoir. Moi, ça me paraît... bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Conseil d'État, qui est très critiqué en ce moment, surtout avec la décision de l'Arcom, à mon avis, est quand même le gardien des libertés publiques. Il suffit de... Chaque étudiant en droit, depuis des années et des lustres, a appris quand même que le Conseil d'État, en matière de liberté d'association, était quand même respectueux quand même de l'ordre public et du droit. Mais c'est un avis qui est partagé, visiblement, depuis quelque temps, par peu de gens. Voilà. Alors Gilles Guettner, dans la guerre entre les juges et les politiques, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qui se déroule en coulisses. Et à ce titre, vous revenez sur un personnage bien connu de nos téléspectateurs, qui revient dans l'actualité, Rachida Dati. Vous racontez que lorsqu'elle était garde des Sceaux, en fait, elle ne décidait pas de grand-chose au ministère. Non. Alors, je sais qu'elle va encore, si elle m'écoute, elle ne sera pas tout à fait d'accord avec moi, mais effectivement, elle avait au-dessus d'elle quelqu'un qui s'appelait Patrick Ouart, qui était un petit peu le père Joseph du ministère, qui était un personnage assez brillant. Envoyé par Sarkozy, non? Oui, qui était proche de Sarkozy, et il a été, à l'époque de Madame Dati, il a été en quelque sorte le vice-ministre de la Justice. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je le mentionne d'ailleurs dans le livre, tout n'est pas négatif dans le bilan de Rachida Dati. En particulier, elle a eu le courage d'entamer la réforme de la carte judiciaire qui remontait à des lustres. Et puis elle a créé quand même quelque chose qui moi, me semblait quand même utile. C'est ce haut fonctionnaire qui était gardien des lieux de privation de liberté, pour remettre un peu d'humanité dans les prisons, ce qui était quand même, à mon avis, quand même quelque chose de nécessaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit ouvrir les prisons, ça c'est pas ça, mais elle a quand même essayé de faire quelque chose, et son caractère un petit peu à la fois volubile, exubérant, lui a peut-être joué des tours. Voilà, et une espèce chez elle, il y avait une espèce, et elle l'a toujours, d'ailleurs on le voit, elle est maintenant ministre de la Culture, et en réalité on a le sentiment que ce qui l'obsède, c'est plutôt la mairie de Paris, mais ça c'est son droit. Oui, elle a dit d'ailleurs dès sa nomination. Absolument, c'est la mairie de Paris. Absolument. Alors, est-ce que derrière il n'y a pas un calcul? Poser la question, c'est déjà y répondre, un calcul de la part du président de la République actuelle pour bouter hors de la mairie de Paris Madame Hidalgo pour mettre Rachida Dati à sa place, à condition que les électeurs le veuillent bien. Ça, on verra plus tard.
Une citation de votre ouvrage que je porte à la connaissance de nos téléspectateurs. Vous évoquez le magistrat Éric de Montgolfier et vous dites Éric de Montgolfier, célèbre pour avoir ferraillé avec Bernard Tapie lors de l'instruction concernant le match de foot OM Valenciennes, n'hésitera pas à clamer à plusieurs reprises qu'un juge devrait dire à sa hiérarchie son appartenance à la franc-maçonnerie. Que pouvez-vous, Gilles Guettner, nous dire des liens, s'il y en a, entre les prétoires et les loges? Alors, il y a eu incontestablement, il y a des magistrats qui sont francs-maçons. Il y a parfois eu des débordements, des dérapages, comme à Nice, où il y avait le doyen des juges d'instruction qui utilisait sa fonction de membre d'une loge pour faire avancer les dossiers. Et Éric de Montgolfier, qui était là, qui était le procureur de Nice, a mis le holà en faisant poursuivre disciplinairement ce juge d'instruction. Mais je dois ajouter que dès l'instant où la franc-maçonnerie n'est pas interdite par la loi, je ne vois pas pourquoi un juge ne pourrait pas être franc-maçon. Mais, il y a un mais, c'est que à aucun moment dans son fonctionnement, il doit montrer qu'il est membre de la franc-maçonnerie. Voilà ce que je pense. Alors Montgolfier, lui, il est très engagé là-dessus. Est-ce que les juges devraient vraiment se déclarer être francs-maçons? Est-ce que vous pensez que cette appartenance a un impact sur les décisions de justice ou c'est du fantasme, ça? Je pense que c'est du fantasme. Je pense. Alors il y a toujours... Moi, j'ai enquêté sur beaucoup d'affaires, en particulier sur la Côte d'Azur, effectivement, il y avait des choses troublantes. Mais il y a eu des affaires au tribunal de Nîmes, au tribunal de Nice, où visiblement des magistrats faisaient état, intervenaient pour des amis francs-maçons. Bon, mais vous avez d'autres magistrats qui, sans doute, sont intervenus pour d'autres personnes qui n'étaient pas francs-maçonnes, quoi. Et comme vous le savez, tous les partis politiques, ont chacun des francs-maçons dans leurs membres. Donc, et la franc-maçonnerie a beaucoup moins d'importance, à mon sens, que sous la Troisième République, ou la Quatrième. À mon sens, mais bon... Moi, je crois que ce que je vois, donc, je suis comme saint Thomas, donc je ne vais pas aller au-delà. Alors, autre sujet qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais en tout cas que vous abordez, c'est celui de la fin du secret de l'instruction, la fin de facto du secret de l'instruction. Les journalistes n'y sont pas pour rien, avec tous les problèmes que cela pose pour le déroulement serein et équitable d'une procédure. Y a-t-il, selon vous, un moyen de garantir aujourd'hui que le secret de l'instruction soit respecté, ou il faut définitivement reléguer cette notion au passé? Alors, reléguer cette notion au passé, ça me paraît quand même un peu difficile, et c'est pas moi qui vais être le pourfendeur du secret de l'instruction, dans la mesure où à plusieurs reprises je l'ai violé allègrement, surtout dans les affaires politico-financières, mais on est quand même devant un problème difficile. Vous avez une instruction en cours, par exemple, qui met en cause un homme politique. Vous avez une autre personne qui est partie civile. La partie civile a accès au dossier, comme l'homme politique. La partie civile peut très bien parler et dire aux journalistes ou à quelqu'un d'autre, voilà, moi, ce qu'il y a dans le dossier. Donc, c'est une violation du secret de l'instruction. En matière matière politico-financière, je pense que on peut atténuer, d'ailleurs il n'existe pratiquement plus, on voit bien toutes les affaires qui sortent, etc. Par contre, alors je mets un bémol sérieux sur les affaires criminelles. Vous avez vu ce qui se passe dès l'instant où un meurtre, pas d'une personnalité, mais qui prend une résonance médiatique très importante, tout de suite, dans les 24 heures, vous avez un journaliste qui dit qui évoque l'hypothèse de telle ou telle piste, etc. Et ça brouille considérablement le dossier d'instruction et ça met par terre toute la procédure. Le cas type est évidemment l'affaire Grégory Villemin, où chacun y allait. Il y avait même des journalistes qui étaient des pro-Villemin, des anti-Villemin. Donc on était dans l'absurde, et ça c'est, à mon avis, en matière criminelle, et on a vu récemment sur l'affaire Jubilard, on arrive à des choses totalement absurdes. On désigne du doigt
quelqu'un qui n'a rien à voir avec le dossier. Moi, je me souviens, ça me revient, quand Yann Piat a été assassiné, qui était député apparenté à l'époque Front National, les journalistes se sont mis sur une piste, et puis ils ont poursuivi ce type qui était en voiture, qui se baladait, et en réalité le type n'avait rien à voir. Vous subissez un préjudice quand même quand on dit on vous pointe du doigt pour avoir commis un crime, c'est quand même difficile. Remarquez, c'est aussi difficile pour un homme politique quand on l'accuse d'abus de biens sociaux, de corruption, et qu'au bout du compte il est relaxé. C'est pour ça que moi je crois qu'il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est lorsqu'on a mis en cause dans un journal, vous voyez, je vais loin, lorsqu'on a mis en cause, je ne suis pas le seul à le dire, on a mis en cause un homme politique dans un journal, et qu'il est relaxé au bout du compte, au bout de 2-3 ans, eh ben on devrait publier un article de la même grandeur, de la même longueur que l'article qu'il assommait, si je puis dire, 3 ou 4 ans auparavant. Mais au bout de 3-4 ans, si vous remettez le couvert, vous remettez à nouveau, on est dans un cercle vicieux, quoi. Alors ma dernière question, face ce que d'aucuns qualifient d'angélisme pénal, laxisme judiciaire ou de gouvernement des juges, certains rêvent d'une sorte de système à l'anglo-saxonne avec une élection au suffrage universel des magistrats. Qu'en pensez-vous ? Je dirais que la France n'est pas les États-Unis ou n'est pas l'Angleterre, donc vous vous rendez compte, si maintenant on décidait que les juges étaient élus, ça voudrait dire que les 9000 juges qui sont dans le pays se retrouveraient au chômage. Je caricature volontairement, mais c'est pas dans notre culture, pour une raison simple, c'est que aux États-Unis et en Angleterre et en Grande-Bretagne, vous avez une procédure de type accusatoire, c'est-à-dire que c'est le représentant du ministère public qui est une partie au procès qui mène l'enquête. Et il n'y a pas un juge d'instruction qu'on peut soupçonner d'instruire à charge, uniquement à charge, comme c'est le cas. On reproche beaucoup au juge d'instruction. D'ailleurs, Balzac le disait, c'est l'homme le plus puissant de France. Moi, je crois que le système, il faut toujours le changer, on peut toujours faire mieux, mais plaquer le système anglo-saxon sur le système français, à mon avis, c'est difficile, quoi. Mais il y a eu des tentatives, qui ont eu lieu. C'est le cas, je pense j'en ai une là qui me vient à l'esprit. Julien Drey, qui avait été l'ancien député, qui avait été épinglé pour quelques détournements, eh bien il n'est pas passé par la case juge d'instruction, il est passé directement par le parquet qui a fait une enquête et qui au bout d'un an, très vite même, ou peut-être un peu moins, a conclu qu'il était effectivement coupable des délits qu'on lui reprochait, mais on pouvait le juger tout de suite. Parce que l'instruction, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des instructions qui durent 7, 8, 9 ans. Je peux même vous dire qu'il y a eu à Paris ou peut-être au tribunal de Nanterre, une instruction qui était la chaufferie qui portait sur les conditions d'élaboration du contrat de la chaufferie à la défense. Et ben, il y a une chose, l'instruction a duré 20 ans. Au bout de 20 ans, les deux inculpés avaient 102 et 98 ans. On a arrêté les frais. Merci beaucoup, Gilles Guettner. Je rappelle le titre de votre ouvrage vraiment passionnant, La guerre secrète entre juges et politiques, publié aux éditions L'Artilleur et disponible sur tvl.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer cette vidéo. À très bientôt sur TV Liberté. Et merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci.